Nous nous trouvons en présence d'Anne Hautecoeur, qui est la directrice générale des éditions La Musardine, donc la plus connue des maisons d'édition de littérature érotique, ou une des plus connues en tout cas. Sinon, voire peut-être la seule, on peut la seule, il n'y en a pas jusqu'à beaucoup. dire ça. Non, il y en a très peu. Il y a qui encore Il y a une autre maison d'édition qui s'appelle Tabou, mais qui fait davantage de bande dessinée que de littérature. Voilà. Et il y avait jusqu'à récemment les éditions Blanches, dirigées par Frank Spangler, donc le fils de Régine de Forge, mais qui a pris sa retraite. Donc on peut quasiment dire qu'on est les seuls. D'accord. Et il a fermé les maisons d'édition. Tout à fait. Ouais. C'était pas assez rentable Oui, ça devenait compliqué, puis il est entré dans le groupe Hugo et compagnie. Ah oui, parce que ils ont de moins en moins de choses. Ils ont une collection érotique. Alors c'est érotique, mais c'est ce qu'on appelle la new romance, donc toutes les séries anglo-saxonnes. C'est très soft, c'est ça. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle la new romance. New romance. Oui, tout à fait. Ça fait, c'est un peu comme New Adult, c'est ça. Oui, c'est ça rejoint tout ça, oui, tout à fait. Après, ça marche très très bien, hein. Il y a vraiment un public qui s'est créé autour de ces collections, mais c'est pas à proprement parler de la littérature érotique. Donc oui, du coup, on est évidemment les plus connus et voire, je dis, les seuls. Et à Milady aussi, c'est ça? Alors, Milady, je crois que c'est une collection des éditions Bragelonne, si je dis pas de bêtises, mais c'est pareil, on est davantage dans le registre de la romance érotique que de la littérature érotique. Ouais, d'accord. Ah oui, très bien. Mais je vous poserai une question sur cette distinction, le distinguo entre érotique et pornographique. Alors, au snob littéraire qui voit en la littérature érotique un sous-genre littéraire, que dites-vous? Je dis pas grand-chose parce qu'on me le dit rarement en face quand même. On a cette correction. On a cette correction de ne pas... Non, c'est évidemment, c'est une littérature de genre, mais dans la littérature de genre, il y a littérature, me semble-t-il. Donc, comme de la même façon, on a longtemps en France dénigré les romans policiers. Voilà, il s'est passé évidemment la même chose avec le roman érotique et que je pense que ça perdure, en effet. Je pense que quand même beaucoup de gens nous snobent et estiment que c'est pas de la vraie littérature. En tout cas, c'est pas une littérature qu'on acquiert et dans le même objectif que le prix Goncourt ou de la littérature tout court. Donc, que dire en dehors du fait que c'est parce qu'il s'agit en effet d'un sujet particulier, à savoir celui du corps, du sexe ou autre, qu'on ne peut pas le mettre en mots et y apposer un style, un imaginaire et voilà, tout ce qui fait la littérature au sens large en fait. Oui, c'est ça, c'est tout ce qu'on appelle genre literature. Exactement. En anglais, ça passe à la trappe. Tout à fait. Il y a un petit peu le genre policier qui oui, le genre policier, je pense que oui, tout à fait. Des facs, des universités. Complètement. Mais tout ce qui est, on peut dire la même chose, je pense, des littératures de ce qu'on appelle au sens large les littératures de l'imaginaire. Tout ce qui est la science-fiction, j'ai lu quelques UV à la fac sur la science-fiction, quelques rares UV à Nice par exemple, il y avait une UV sur ça. Mais les littératures érotiques... Alors, je ne connais pas suffisamment le domaine universitaire pour savoir s'il y a vraiment des facs qui ont consacré des cours à la question, mais bon, à l'heure actuelle, au vu du patrimoine qu'il existe en France autour de ce genre, avec des noms comme ceux d'Apollinaire, de Georges Bataille, de Pierre Louis, j'ose espérer qu'on est quand même capable de dire qu'il s'agit aussi de littérature, quand bien même Bon, nous, on reste néanmoins un éditeur spécialisé, donc qui dit spécialisé dit genre, voilà, c'est comme ça dans l'édition, dans le marché du livre, il faut entrer dans des cases, donc on est dans une case, mais ça reste de la littérature. Ça doit être pour la peur du candidaton. La peur du candidaton, et puis dans je le pense que... universitaire, en tout cas. Oui, certainement. Certainement dans le milieu universitaire, et aussi de manière plus générale dans la société, quoi qu'on en dise, même en 2023, que le sujet du sexe, je pense, reste tabou. Peut-être même surtout en 2023. Peut-être même surtout en 2023, mais bien sûr que beaucoup de gens ont beaucoup de mal, de difficultés à parler de ces questions de façon simple, sereine, voire philosophique ou culturelle. Et par conséquent, on irait d'autant moins dire qu'on lit un livre érotique. Et vous direz que ça s'est dégradé récemment? Depuis quand? Est-ce que ça s'est dégradé? Je ne sais pas si ça s'est dégradé, c'est difficile à dire. Disons que
Non, il n'y a pas de dégradation, donc on peut en ce moment envisager un certain retour de l'ordre moral. Beaucoup de gens disent ça, j'étais allée le lire tout à l'heure, encore une dame me disait ça. Je ne suis pas sûre que ce soit si vrai que ça, malgré tout. On se rend compte que dans la société au sens large, et y compris à travers les fameux réseaux sociaux, on parle quand même de sexualité, et notamment de sexualité féminine, beaucoup plus librement qu'avant. C'est quand même une avancée réelle. Alors après, évidemment, ça s'accompagne d'une forme aussi d'aseptisation, je pense, de la sexualité. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans une société où il faut en effet, il faut jouir, il faut assumer son corps, respecter celui de l'autre, ce qui est évidemment essentiel, mais du coup, ça exclut évidemment tout ce qui peut être un peu plus dérangeant dans la sexualité. Tout ce qui peut être un peu plus sale, pour le dire vulgairement. Donc c'est en ça qu'on peut quand même envisager un certain retour d'une forme de moralité, oui. Ouais. Alors Jean-Jacques Pauvert disait qu'il ne percevait pas la différence entre la pornographie et l'érotisme. Pour lui, c'était un continuum. Est-ce que c'est pareil pour vous? Oui, c'est la même chose pour moi. C'est une question qui m'est très fréquemment posée, la différence entre érotisme et pornographie. Donc, pour faire simple, érotisme, et d'ailleurs on se revendique comme librairie et maison d'édition érotique, le terme érotisme passe beaucoup mieux et beaucoup mieux accepté voilà, que le terme pornographie. Bon. Par ailleurs, c'est vrai qu'actuellement, je pense que le mot pornographique renvoie davantage à tout ce qui est du domaine de la vidéo X. Donc forcément, nous, comme on est dans le domaine du livre, voilà. Ça paraît moins littéraire. Exactement. Donc tout simplement, en effet, c'est une question de féminisme et un peu d'aseptiser les choses, et que c'est quand même un petit peu moins gênant de parler de littérature érotique que de parler de littérature pornographique. Néanmoins, certains auteurs, dont notre auteur phare est Starbeck, dont on publie maintenant les œuvres complètes, qui est décédé il y a 3 ans maintenant, se revendiquaient comme auteurs pornographiques. Il réfutait complètement le terme d'érotisme. Pour lui, c'était justement complètement hypocrite que de se réfugier derrière un mot qui adoucisse les choses. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était la pornographie. Voilà, donc tout ça sont quand même beaucoup de mots. Moi, personnellement, j'ai tendance à dire que chacun y met bien ce qu'il veut. C'est pas le plus important, à mon sens. Ouais. Et Sophie Rangira, qui a fondé la littérature, la librairie, oui. Elle était donc cofondatrice de la librairie. Oui. Et est-ce qu'elle a connu Jean-Jacques Très bien, c'est même elle qui... oui. Tout à fait, c'est Sophie donc, qui travaillait depuis longue date avec Jean-Jacques Pauvert. Au moment où elle a rencontré Claude Barne, qui a fondé les éditions La Musardine et la librairie, donc a missionné Sophie pour créer cette librairie. Et quand Claude a voulu développer les éditions La Musardine, c'est Sophie qui lui a présenté Jean-Jacques Pauvert. Et donc Jean-Jacques Pauvert est devenu directeur de collection de l'une de nos collections très importantes, Les Lectures Amoureuses, qui est une collection de poche. C'était vraiment son projet, en fait, de faire de la littérature érotique au format poche, pour pouvoir la démocratiser le plus facilement possible. Collection au sein de laquelle il a publié de très nombreux textes classiques, plus ou moins connus, Sade, La Fontaine. Il publiait du Boris Vian aussi, parce que c'est lui qui l'a fait reconnaître. Pas chez nous à la Musardine. Non, Boris Vian est publié. Tout à fait. Dans ses propres éditions. C'était ses propres éditions. Plus tard. Non, avant. Oui, bien sûr. Jean-Jacques Pauvert, sous son nom, a publié beaucoup d'auteurs, notamment Boris Vian, mais nous, on l'a pas réédité en poche à la Musardine. Il y a un lien avec Fayard aussi, il était chez Fayard il me semble que Fayard je ne sais pas s'il a travaillé pour eux, en tout cas ils ont repris la marque Pauvert en fait. Et pendant longtemps, du coup, les éditions Pauvert ont fonctionné sans Jean-Jacques Pauvert. D'accord. Chez nous, il était directeur de collection. Voilà. D'accord. Et son mot d'ordre, c'était d'ouvrir un asile aux esprits singuliers. Tout à fait. Est-ce que vous diriez que vous cherchez le même genre de choses? Esprit singulier, je ne sais pas si c'est une expression que j'aurais reprise à notre compte. Esprit ouvert, ça c'est sûr. Ça c'est toujours une chose que je dis, que ce soit
pour les gens qui travaillent ici à la Musardine, nos collaborateurs directs ou les auteurs que l'on édite, ce qui nous caractérise, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire de ne pas porter de jugement sur les affinités amoureuses de tout un chacun ou sexuelles, voilà, que tout est possible évidemment dans la limite de la légalité. Donc bien là-dessus. Voilà, donc c'est plutôt des esprits audacieux, je dirais. Audacieux parce qu'il faut de l'audace pour écrire de la littérature érotique. C'est loin d'être aussi simple qu'on le pense, d'écrire une bonne scène érotique, une bonne scène de sexe. Voilà, il faut cette envie à un moment donné quand même de s'adonner seul à cette écriture, de se confronter à la matière sexuelle et aussi de vouloir la faire lire aux autres et qu'elle soit appréciée. Et en ça, je trouve qu'il faut un peu d'audace. Voilà. D'accord. Et vous metteriez plus l'accent sur l'originalité ou plus sur une formule qui marche Les deux, en fait. C'est ça qui est essentiel. C'est pour ça que quand vous nous parlez de littérature de genre, je dis qu'il y a le terme littérature. Au niveau de nos critères de sélection, c'est vraiment... et le sujet, voilà, qui peut être... tout est possible. Voilà, toutes les configurations sont possibles. Et évidemment, le style. Hein. Ce sont les deux combinaisons qui sont exactement les mêmes critères de sélection que dans n'importe quelle maison d'édition. Mais on n'a jamais fonctionné en disant ah oui, voilà, il y a tel sujet qui est à la mode, elle a envie de chercher un auteur pour écrire dessus. Non, c'est pas du tout notre façon de faire. C'est la rencontre tout simplement avec un texte et un auteur. Donc vous êtes deux, c'est ça, à choisir les manuscrits? Alors un peu plus que ça en réalité, hein, puisque je travaille aussi avec des directeurs, directrices de collection, qui travaillent en externe, et puis voilà, on est plusieurs à lire les textes et à s'entendre sur ce qu'on souhaite. Vous avez souvent des différences d'appréciation? Rarement. Ouais. Rarement, parce que... non, pas forcément. Il arrive qu'on n'aime pas les mêmes textes, mais quand un texte est bon, par contre, c'est unanime. Non, si vraiment un texte le mérite, il y a peu de tergiversation. Hein. C'est assez évident. Par contre, et puis ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble. Donc non seulement on se connaît bien, mais on connaît bien le public aussi. Est-ce que vous aimez les textes foisonnants ou plus les textes, ce que j'appelle un peu néoclassiques à la française, avec des règles assez strictes voilà. Néoclassique à la française C'est-à-dire avec des règles bien établies. Par exemple, est-ce que ça doit rester dans un genre Non, on n'a absolument aucun critère à ce niveau-là. Non, vraiment, hein, parce que... Je crois savoir que Sophie Orange-Girard n'aime pas les textes qui partent dans tous les sens. Ah bah, ce que j'appelle foisonnant. C'est pas Sophie Orange-Girard qui, à mon avis, n'aime pas ça. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, notre principal critère de sélection, ce que j'essaie d'expliquer aux auteurs et aux autrices qui me sollicitent, c'est que ici, on édite des livres dans lesquels la question du corps, la question du sexe, la question de la relation est centrale. Alors après, il y a 100 façons de l'aborder, hein, mais vraiment, que ce soit sur les thématiques, les configurations, les genres, les pratiques, les DSM, que sais-je, le registre aussi, parce qu'on a aussi publié des textes humoristiques, par exemple, ce qui peut sembler assez incompatible avec le sexe, et pourtant on l'a fait. Donc voilà, tout est vraiment envisageable, mais il faut que l'intrigue, entre guillemets, tourne autour de ces questions. Et non pas que ce soit des romans qui pourraient être tout à fait dignes d'intérêt, assortis de scènes érotiques. D'accord. Voilà. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une différence entre un roman érotique et un roman où il y a des scènes érotiques? Oui, pour moi, oui. Pour vous. Parce que si une trame érotique, est-ce que c'est... Donc, on pense tout de suite à une bande de partouzeurs, par exemple. Oui. Ça, c'est une trame érotique. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un roman où il n'y a pas vraiment de trame érotique? Non, c'est pas une trame érotique. Je ne sais pas que vous citez comme exemple, parce que je veux dire, ça peut être dans n'importe quel contexte.
Mais il faut que ce soit vraiment le fil rouge, quoi. C'est ça, en fait. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est un peu... Il faut lire. Mais voilà, il faut juste que ce soit central. C'est arrivé que certains auteurs nous proposent des textes qu'ils avaient déjà écrits et voilà, ils se sont dit pourquoi pas les faire à la Musardine et ajouter des scènes érotiques, mais généralement ça ne fonctionne pas, en fait, ça se sent, en fait. D'accord. Ouais. Ils sont peut-être pas doués pour les scènes érotiques. Oui, ou alors c'était pas leur projet initial et du coup voilà, ça fait calquer, en fait. D'accord. Mais pour nous c'est pas l'intérêt, ou alors c'est tout à fait publiable chez un autre éditeur. D'accord. Et est-ce que vous avez publié Sade en BD et en roman? En BD jamais. Ça s'est jamais fait? Si, il y a eu des adaptations, mais pas chez nous. Mais pas chez nous, et du coup je ne saurais plus vous dire lesquelles précisément. Mais on a édité La philosophie dans l'Oudor, on vient même de le rééditer. Voilà, en version collector, assortie d'une longue préface de Guillaume Apollinaire qu'il avait écrit à l'époque. C'est lui qui l'a redécouvert. Oui, voilà, il avait publié une sélection de textes de Sade dans une collection qui s'appelait Les Marquis de l'amour. Et donc, on a repris la longue introduction qu'il avait faite à l'époque pour expliquer qui était Sade. Voilà. D'accord. Très bien. Et alors, une question difficile, c'est la seule difficile. Vous êtes prête? Je suis prête. Auriez-vous publié Gabriel Matzneff si c'était présenté à votre porte? Alors, je vais faire une réponse qui est vraiment, absolument d'une lâcheté, mais qui néanmoins la vérité. Je n'ai jamais lu Gabriel Matzneff, donc je serais bien en peine de répondre à votre question. Voilà, ben oui, mais c'est important quand même, parce que évidemment que si vous me posez cette question-là aujourd'hui, au regard de tout ce que l'on sait maintenant de cette personne, la réponse est évidemment non. Mais si j'avais reçu il y a 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé à publier un texte comme celui-ci, voilà, j'en sais rien, j'ai même pas lu, donc je peux pas, malheureusement, c'est vraiment pas une façon de me défausser, mais la réponse serait non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même à l'époque, si cette personne s'était présentée à moi en me disant ce qui semble raconter dans ses livres quand même, malgré tout, des relations avec des personnes beaucoup plus jeunes que lui, et je pense qu'il est assez flagrant, même si encore une fois je n'ai pas lu à travers ses écrits qu'il opérait une influence assez monumentale sur ces femmes. Honnêtement, je ne suis pas sûre que j'en aurais eu très envie. Mais bon, je vous dis, tout ça, c'est... C'est de la pure fiction. Est-ce que, en gros, la question, mais c'est ça la grande question, bien sûr. Oui, on fixe des limites. Est-ce que l'on publie qui sont celles de la légalité, tout simplement. Et en même temps, le marquis de Sade, c'est... Et en même temps, le marquis de Sade, tout est illégal, je suis d'accord. Et le vernis des années permet, encore une fois... Alors, moi, c'est pareil, on accepte la violence chez Shakespeare, alors parfois c'est une violence atroce. Mais bien sûr. Mais parce que c'est... Bon, après, moi, c'est des questions qui sont éminemment délicates, surtout à notre époque. Je pense quand même que la littérature est censée être justement un espace où cette liberté est possible, dans la mesure où évidemment ça ne fait de tort à personne, c'est-à-dire où c'est pas la retranscription de quelque chose qui s'est véritablement produit, ou si la publication, il faut que ça reste de la fiction. Si c'est de la fiction, tout est possible. Si c'est de la fiction, tout est possible, plus ou moins, comme vous dites, parce que après c'est la question de... C'est des grandes questions, hein, je veux dire, dont on parle souvent, c'est pas quelque chose que l'on nie, ou dont on rigole. Dans les manuscrits que vous recevez, parfois il y a des... C'est très rare. C'est très rare. Non, c'est très rare, et je pense que c'est une évolution tout simplement de la société et qui est positive. La question derrière tout ça, le problème étant qu'il est difficile d'en parler de nos jours, c'est est-ce que les livres, ce qui se dit dans les livres peut être incitatif pour certaines personnes, auquel cas la question pourrait aussi se poser peut-être dans certains romans policiers qui, voilà, est-ce que ça peut être incitatif, ou alors est-ce qu'on considère que c'est un exutoire, c'est-à-dire que d'écrire ou de lire ce genre de choses, finalement, c'est une façon pour l'humain
de se confronter à ses pires travers potentiels, et donc voilà. Peut-être. Ouais. Ça, je vais pas vous dire, j'ai pas la réponse. Oui, Pauvert s'est longtemps posé la question. Oui. Il est même allé voir des cliniciens et tout pour savoir. Mais oui, mais si c'était incitatif ou si... Bon, il a découvert en fait que c'était un peu incitatif, mais qu'en gros c'était surtout si la personne avait déjà des penchants comme ça. Voilà. C'est-à-dire que j'ai quand même du mal à penser que voilà, des textes, en tout cas, puissent être à l'origine de sévices, mais c'est possible aussi, je ne sais pas. Mais il disait que en gros c'était possible, mais que c'était ce qui était pire en fait, c'est les journaux. Ah oui. L'actualité et l'horreur de l'actualité qui servait souvent de déclencheur, plus que la littérature érotique. Alors à l'heure des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Aussi, ouais. Et est-ce que vous recevez plus de manuscrits d'écrivains masculins ou féminins? Alors ça, c'est une question importante et intéressante, puisque donc, la tendance s'est quand même nettement renversée. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on avait vraiment une très grande majorité d'hommes dans notre catalogue, mais aussi au sein de la librairie. Hein. C'est-à-dire que historiquement, je dirais oui, il y a entre 5 et 10 ans. D'accord. C'est vraiment récent. Hein. Oui, c'est très récent. C'est un phénomène très récent, et ces 2-3 dernières années, notre catalogue s'est féminisé à vitesse grand V, à tel point qu'on a même maintenant plus d'autrices que d'auteurs. Et alors, ça vient de votre choix? Alors, les deux, je pense. Femme à décider? Les deux, je pense qu'en effet, le fait que je sois une femme a peut-être permis aussi à certaines femmes d'être plus à l'aise de présenter leurs textes, c'est possible. Aussi une volonté de ma part, hein, ça c'est évident. Hein. Mais c'est aussi tout simplement, encore une fois, une évolution de la société, du fait que les femmes soient quand même, heureusement, de plus en plus à l'aise avec leur sexualité et osent en parler. Et parallèlement à ça, il ne faut pas nier non plus que l'un des objectifs de la littérature érotique est quand même un objectif excitatoire, voire masturbatoire. C'est quand même une des composantes de ce que l'on édite. Or, je pense que maintenant, beaucoup d'hommes se sont tournés justement vers la vidéo, hein, avec la gratuité de tous les contenus pornographiques sur Internet. Voilà. On va passer à la trappe. Non, mais je pense que peut-être un certain nombre de femmes, pas toutes, parce qu'il y a déjà eu aussi beaucoup de sondages à ce niveau, mais ne trouvent pas tout à fait leur compte dans la vidéo, et du coup vont peut-être être plus tentées de se tourner vers le livre. Voilà, c'est ma théorie, hein, qui est la mienne. J'ai pas fait d'études sur le sujet, mais et le pourcentage de femmes est plus élevé? Ça a dépassé les 50% alors? Oui, actuellement oui. Actuellement oui. Oui, ça, alors qu'avant, il y a 10 ans, c'était... il y a 10 ans, c'était la masse. Hein. Pendant très longtemps, les femmes qu'on publiait se comptaient vraiment sur les doigts d'une main. Hein. Ah oui, c'était vraiment une très écrasante majorité d'hommes. Hein. Donc oui, non, là, ça c'est un vrai renversement. Donc c'est vraiment, d'après vous, la vidéo en ligne qui a changé ça. Et je dis aussi quand même l'évolution du regard sur la sexualité féminine, bien sûr. Ça s'est produit dans les 10 dernières années, alors, vous pensez? Oui, tout à fait. Et ça s'est accéléré ces 5 dernières années, oui. Depuis 50 Shades of Grey? Peut-être que ça a joué, tout à fait, et aussi dans un registre qui est différent car sociétal et qui n'a pas grand-chose à voir de base avec la littérature érotique, le mouvement MeToo et tout ce qui s'en est suivi autour de la libération de la parole des femmes. Oui. Est-ce que vous recevez beaucoup de textes de membres de la communauté LGBT? Très peu, et justement, nous allons y pallier, puisque c'est notre grand projet de l'an prochain. On lance enfin une collection LGBT, donc avec un directeur de collection, pour le coup, que j'ai missionné, Didier Bettoni. Est-ce qu'il faudrait être LGBT pour y contribuer? C'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que j'ai voulu faire appel à un directeur de collection qui était lui-même LGBT, et je l'assume complètement. D'une part, pour une question de réseau, de légitimité, de sensibilité, ce qui ne veut pas dire que je suis tout à fait capable de juger de la qualité d'un texte moi-même sans être gay, lesbienne. Mais voilà, ça me semblait légitime. Après, on ne s'est pas encore posé la question en ces termes avec le directeur de collection, pour tout vous dire.
on verra ce qui se présente, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis contente parce que je pense qu'il y a un vrai déficit à ce niveau-là. Alors évidemment, il y a beaucoup de textes qui parlent d'homosexualité qui paraissent chez d'autres éditeurs, des éditeurs généralistes, heureusement, mais il n'y a plus actuellement d'éditeurs spécialisés dans le domaine, donc je pense qu'il y a vraiment un manque à combler. Et notamment des textes lesbiens. Il en existe vraiment très très peu quand même dans la littérature française. Alors il y a beaucoup d'hommes hétéros qui mettent en scène des femmes entre elles, évidemment, dans la romance, c'est un grand poncif, mais vraiment des textes lesbiens, il n'y en a pas tant que ça. J'ai une étudiante qui a dit que c'était jamais crédible. Les hommes oui, voilà. Ah, je pense. Pour le coup, après, je ne suis pas lesbienne. La vie d'Adèle, par exemple, j'ai trouvé que c'était c'est vrai, ouais. Non, mais ça ne m'étonne pas. Ouais. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, non, mais vraiment, je pense que tout à l'heure, j'étais à la librairie, il y a une jeune femme qui me demandait si on avait justement des romans queer. Et je dis que non, malheureusement. Que j'espérais. Vous n'en avez aucun pour l'instant ? Non. Ah ouais. Queer, vraiment, au sens. Il y a si peu que ça oui, alors je l'ai conseillé, j'ai envoyé au mot à la librairie des mots à la bouche, qui est spécialisée LGBTQI+, donc là où vraiment, a priori, elle pourra peut-être, j'espère, trouver quelque chose. Ici, à la librairie, on n'en a pas. Mais vraiment des romans voilà, queer au sens où il n'y a pas forcément de revendication d'un genre ou l'autre, où il y a des ponts possibles, voilà, quel que soit. Et en plus, je pense que c'est un merveilleux terrain de jeu, là, au niveau érotique. Donc, oui, on s'y attelle. Est-ce qu'il existe une différence genrée entre les textes masculins et les textes féminins que vous recevez ? Alors, j'ai longtemps dit que non, mais je pense que c'est surtout parce qu'on n'avait que des hommes qui étaient quasiment. Oui. J'ai entendu dire que vous savez identifier du premier coup d'œil. Non, c'est pas vrai. Vous avez dit ça dans un autre entretien. Je te dis ça dans un autre entretien, mais ouais, non, c'est pas si simple que ça. Ce qui est sûr, je le dis, on a déjà publié des textes écrits par des hommes signés sous des noms féminins. Ah oui. Et il y a notamment un texte, une série de textes. Honnêtement, tout le monde s'est fait avoir, pour le coup. Ouais. Je veux dire, personne ne m'a dit c'est un homme qui l'a écrit. Donc c'était complètement crédible et pour le coup c'était très volontaire de la part de cet auteur. Ah, il a fait un effort de paraître. Oui, complètement. Non, il a vraiment fait ce travail-là. Ouais. Maintenant, ça fait 2 années de suite qu'on publie des recueils. Donc là, ici, le dernier, Immoral. Donc des recueils qui ne contiennent que des nouvelles écrites par des femmes. Justement pour signifier que les femmes sont maintenant très actives dans le registre et qu'elles méritent toute leur voix au chapitre, donc pour les mettre en avant. Je sais pas, j'ai pas fait le test justement de lire avec ce biais de me dire mais est-ce que ça aurait pu être écrit par un homme ou non. Néanmoins, je pense, j'ai l'impression qu'il y a quand même un imaginaire, on va dire, un peu différent encore, de la part des femmes, parce que tout simplement, elles sont peut-être un peu moins polluées par certains fantasmes quand même assez courants chez les hommes. Bon. Et puis, non, c'est une question difficile, mais... Il y a moins de violence dans les textes féminins. Ça dépend. En moyenne. Oui, ça dépend des textes, mais en moyenne, il y en a oui, peut-être un peu moins, je pense. D'accord. On peut dire des choses comme ça. Même si c'est retombé dans certains clichés, j'en ai conscience. Non. Par contre, les femmes peuvent être tout aussi crues et vulgaires que les hommes. Ça, à contrario, c'est clair et net. Mais voilà, oui, il y a peut-être un peu moins de violence, ouais, vous avez raison. Ça paraît logique, puisqu'il y a plus d'hommes en prison. Oui, c'est une façon de voir les choses, oui, tout à fait. Et que dites-vous face aux gens qui estiment que la pornographie est une violence faite aux femmes ? La pornographie en général ou la pornographie visuelle ? En général, littéraire ou visuelle. C'est des questions qu'on me pose rarement, et heureusement, parce que... Non, c'est pas facile. Je fais non, mais bien sûr, je comprends bien. Non, c'est pas facile, comme vous dites. Je pense qu'il peut exister une forme de pornographie acceptée et consentie. Voilà.
C'est-à-dire que je pense que, quoi qu'on en dise, même si la plupart des fantasmes véhiculés, que ce soit dans les films ou dans la littérature, émanent des hommes, parce que c'est un terrain de jeu quand même qui a longtemps et de manière assez uniforme été occupé par des hommes, donc ça véhicule des fantasmes très masculins, mais je pense que certaines femmes, tout en le sachant, que ce sont des fantasmes masculins, peuvent y adhérer. C'est tout ce qu'on reproche, par exemple, justement, 50 nuances degrés, de dire que c'est un texte féministe au possible, puisque c'est, encore une fois, une pauvre jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme très beau, très riche, qui va l'attacher, qui n'est pas finalement si méchant, mais qui va quand même lui faire des pratiques. Bon. À partir du moment où c'est conscientisé, où c'est ce qui peut sembler comme des violences, en tout cas ces pratiques ne sont pas subies, imposées et mal vécues, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, si certaines femmes peuvent y prendre du plaisir de façon tout à fait normale et jouer un jeu à ce moment-là en se mettant dans cette position, je pense que c'est concevable. Après... je pense que c'est important que les femmes, c'est pour ça que je trouve ça quand même intéressant qu'on publie de plus en plus de femmes, se réapproprient tout ça et en fassent leur propre proposition, interprétation, même si c'est de la pornographie. Donc la pornographie, je pense, a longtemps été anti-féministe. Je pense qu'il peut y avoir autre chose. Et bon, il existe quand même des courants féministes qu'on appelle le féminisme pro-sexe, voilà, où certaines femmes, Erika Lust dans le domaine de la vidéo X, qui propose des choses un peu différentes, qui sont néanmoins de la pornographie. Qui existait déjà dans les années 70 un peu. Hein. Oui, avec Alice Sprinkle, tout à fait. Il y a déjà eu... il y avait la pornographie plus féministe à cette époque-là que de nos jours. Et diriez-vous que vous êtes féministe vous-même ? Oui. Ça se sent. Oui, je suis féministe. Féministe pro-sexe, hein, pour le coup, j'aurais le mauvais jeu de dire le contraire. Sex positive feminism. Ouais. C'est ça, pro-sexe on dit en français. Ouais. Mais pour moi, le féminisme parce que j'ai eu la chance d'évoluer dans un domaine familial, amical, qui fait que j'ai jamais eu d'oppression, on va dire, masculine sur moi-même, est complètement intégrée. C'est-à-dire que le fait que je m'assume, que je sois chef d'entreprise, que je dirige une maison d'édition érotique et que j'ai des enfants à côté, un mari, n'a jamais été un questionnement et un problème. Donc j'ai cette chance-là, en fait, d'avoir été baignée, on va dire, ce qui fait que le féminisme est facile pour moi. Mais oui, il n'y a pas de revendication vraiment politique de ce que je fais à la Musardine. On n'a jamais vraiment été porteur d'un message, mais je pense qu'en creux, il y a quand même un sens politique qu'a publié la littérature érotique. Merci. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques titres phares pour les auditeurs Bien sûr. Tout est fait. Isparbeck, dont je vous parlais tout à l'heure, donc Isparbeck qui est sûrement l'auteur le plus productif qui était auteur et directeur de collection, donc dans le domaine de la littérature érotique et pornographique. Il a écrit lui-même plusieurs dizaines d'ouvrages, alors revendiqués comme pornographiques. Donc il était aussi éditeur, il dirigeait lui-même des auteurs qui écrivaient des romans érotiques. Donc là, encore une fois, on est vraiment dans la pornographie pure et dure, sans métaphore, comme il disait lui-même, mais avec un vrai style. C'est un auteur qui a été, évidemment, qui est passé un peu sous silence, mais quand on a commencé à le publier à la Musardine, il a été reconnu par des feuilles de thon, par Molinsky, qui voyait en lui quand même une très grande plume dans le registre. Par ailleurs, c'était un homme très, très cultivé, très fin lettré. Voilà, et donc Isparbeck est décédé il y a 3 ans maintenant, et on publie maintenant ses œuvres complètes. Le prix Sade. Sade, juste en 21, juste après sa mort. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait.
voilà, donc on publie ses œuvres complètes. Et on en est au volume 7, on publiera le volume 8 l'an prochain. Il y avait un prix Anaïs Nin aussi, hein, je crois qu'il a disparu. Je crois qu'il a disparu. Vous l'avez déjà obtenu? Non, jamais. Non, jamais. Alors, j'ai pas pris tout ce que je voulais prendre tout à l'heure. Vous avez même des profs de fac qui écrivent oui. La loi du talent, c'est ça? Tout à fait. Ouais. On a eu plusieurs profs de fac. C'est un pseudonyme, Alda Mantis. Oui, bien sûr. Tout à fait. Très beau texte que voici. Je vais vous montrer la couverture. Où elle raconte son choix à un moment donné dans sa vie et elle revient sur son parcours d'avant de devenir dominatrice professionnelle. Voilà, métier ô combien fascinant et passionnant. Voilà. Non, c'est un très beau texte, je trouve, parce que justement, elle parvient à casser un peu les clichés qu'on peut avoir sur cet univers BDSM. Et notamment des femmes dominatrices, en parlant d'elles tout simplement, de ce qui a pu l'amener à ça, à opérer ce choix. Et c'est pas un témoignage, hein. On est vraiment dans une histoire, hein, dans la fiction. Mais c'est pas une preuve très sévère. Non, mais avec beaucoup de sensibilité et une très belle écriture. Donc c'est un texte que j'ai beaucoup aimé, La loi du talent. Je peux vous parler, parce qu'on ne fait pas que de la littérature, on publie aussi des essais. Donc on a aussi une autrice, Octavie Delvaux. Alors pour le coup, Octavie Delvaux, c'est une autrice, ça fait partie des femmes qui sont au sein de notre catalogue depuis longue date, hein, puisque son premier roman, Sex in the Kitchen, est paru en 2013, donc apparu en 2013, juste après 50 nuances de Grey. Et donc ça a été un très grand succès. Et Octavie donc, est une grande novelliste. Elle a écrit énormément de nouvelles érotiques et elle a une faculté pour se renouveler dans les configurations, les époques, les univers. C'est assez merveilleux. Et donc là, c'est elle qui a voulu se lancer dans cet éloge des petites bites. Voilà, qui est un essai tout personnel, même si elle revient sur l'historique, la sociologie qui peut entourer ce fameux mythe, puisque c'est ce qu'elle démontre, comme quoi les femmes ne seraient attirées que par les grands phallus, voilà, et en cherchant aussi autour d'elle des témoignages et en montrant que c'est aussi un message féministe qui est derrière en creux, hein, puisque évidemment que derrière cette course au plus grand, au plus gros sexe... il y a aussi la largeur qui compte. Oui, bien sûr. Voilà, et puis non, les recueils de nouvelles, j'insiste dessus parce que justement la nouvelle est un genre qui n'est pas forcément le plus plébiscité en France, en tout cas par le public français, contrairement au public anglo-saxon. Or, dans le domaine érotique, c'est vraiment un registre qui fonctionne bien et qui a toujours très bien fonctionné. On a longtemps publié aussi des recueils de nouvelles thématiques, par exemple autour d'une thématique avec plein d'auteurs différents qui s'en emparaient. Et c'est vrai que le fait d'installer comme ça très rapidement un univers, un contexte, une ou deux scènes de sexe, ça peut être aussi quelque chose de très appréciable et c'est souvent quelque chose que l'on conseille aux gens qui ne connaissent pas la littérature érotique, de commencer par des nouvelles pour se familiariser avec le registre. Bon, Anaïs Nin, voilà, on a écrit énormément, mais ça se perpétue et je trouve que c'est quand même vraiment plutôt très plaisant. D'accord. Et vous publiez combien de bandes dessinées par an aussi? Bandes dessinées, oui. On en publie une vingtaine, quelque chose comme ça. Ouais. De romans littérature, alors donc on fait littérature, essai, et on fait aussi des livres pratiques de sexologie, pareil, une vingtaine. Ouais. Donc la BD se vend un peu plus. La BD en termes de chiffre de vente se vend mieux, oui. D'accord. Ce qui est le cas de toute façon dans le marché français en général. Actuellement, c'est vraiment le secteur de la bande dessinée qui est le plus dynamique. Ah oui, ces dernières années, notamment porté par le marché du manga, qui est vraiment... Mais oui, la BD marche bien. Ouais. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. C'est pas plaisir.